Le paradis. Cinquième conte de Demain les chiens par Clifford D. Simak. Note sur le cinquième conte. Peu à peu, au fur et à mesure du déroulement de la légende, le lecteur se fait une idée plus exacte de la race humaine. Il acquiert graduellement la conviction que cette race ne peut guère être plus qu'une simple chimère. On ne voit pas comment elle pourrait être partie de rien pour parvenir à une culture aussi haute que celle que décrivent ces récits. Elle paraît trop pauvrement équipée. Les preuves abondent jusqu'ici de son manque de stabilité, l'intérêt qu'elle porte à une civilisation mécanique, son ignorance de conception de la vie plus saine, plus valable, souligne chez elle l'absence d'une base solide. Dans ce conte, nous apprenons combien limités étaient les moyens de communication dont disposaient les humains. Et c'est là un lourd handicap. L'incapacité de l'homme à comprendre et à apprécier la pensée et le point de vue de ses proches semble un obstacle que tous les trésors d'ingéniosité mécanique ne permettent pas de franchir. Que l'homme ait été le premier à s'en rendre compte, son désir de connaître la philosophie de Gawain l'exprime assez clairement, mais on remarquera que cette philosophie ne l'intéresse pas pour la compréhension qu'elle pourrait lui donner, mais pour la puissance et pour la gloire qu'il compte en tirer. Aux yeux de l'homme, cette philosophie le ferait avancer de 100 000 ans en l'espace de 2 générations. Il semble, à la lecture de ces contes, que l'homme disputait une course, sinon avec lui-même, du moins avec quelques poursuivants imaginaires qui le talonnaient. L'homme était lancé dans une quête insensée de puissance et de connaissance, mais on ne trouve nulle part la moindre allusion à l'usage qu'il entendait en faire une fois qu'il les aurait obtenus. Selon la légende, il était sorti des cavernes voilà plus d'1 million d'années, et pourtant, ce n'est guère que 100 ans avant l'époque où se situe ce récit qu'il aurait été capable d'éliminer de sa vie la notion de meurtre. Voilà qui donne assez la mesure de sa sauvagerie. Il lui a fallu 1 million d'années pour se débarrasser du meurtre, et il considérait cela comme une grande réussite. Après avoir lu ce conte, on est amené à croire avec Rover que l'homme est dépeint dans la légende comme une antithèse délibérée de tout ce qu'incarne le chien, comme une sorte de pantin mythique, une fable sociologique. Il n'en faut pour preuve que la vanité des efforts de l'homme, sa perpétuelle agitation, sa façon de chercher sans cesse à parvenir à un mode d'existence qui le fuit, peut-être parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Le paradis. La coupole apparaissait comme une construction étrange, insolite dans la brume pourpre de Jupiter, une petite excroissance peureusement tapie à la surface de la gigantesque planète. La créature qui avait été Ken Fowler se dressa sur ses lourdes pattes. « Voilà, se dit-il, la coupole me semble étrange. C'est dire comme je suis parvenu loin de la race humaine, car il n'a rien de si étrange en fait, du moins pas pour moi. C'est l'endroit où j'ai vécu, où j'ai rêvé, fait des projets. C'est de là que je suis parti, terrorisé. Et c'est là que je reviens, parce que j'y suis forcé, malgré ma peur. J'y suis forcé par le souvenir des gens qui étaient comme moi avant que je ne devienne la chose que je suis maintenant. Au temps où je ne connaissais pas toute la plénitude, tout le plaisir qu'on peut savourer quand on n'est pas un être humain. » À côté de lui, Towser s'agita, et Fowler sentit toute l'inépuisable amitié de celui qui avait été un chien autrefois. Cette amitié qui s'exprimait maintenant et qui avait peut-être toujours existé, mais qui n'avait jamais pu se révéler tant qu'ils étaient hommes et chiens. Les pensées du chien vinrent imprégner son cerveau. « Tu ne peux pas faire ça, mon vieux, » dit Towser. La réponse de Fowler était presque un gémissement. « Mais il le faut, Towser. C'est pour cela que je suis parti, pour voir ce qu'était vraiment Jupiter. Et maintenant je peux le leur dire, je peux leur annoncer la nouvelle. »« Voilà longtemps que tu aurais dû le faire, » dit une voix en lui, une lointaine voix humaine qui s'efforçait de se faire entendre à travers sa personnalité jovienne.
Mais par lâcheté, tu as remis et remis. Tu t'es enfui parce que tu avais peur de revenir, peur de redevenir un homme. Je vais être bien seul, dit Towser, mais sans le dire vraiment. Du moins, n'y eut-il pas de mots prononcés. C'était plutôt un sentiment de solitude, un cri déchirant d'adieu, comme si, l'espace d'un instant, Fowler avait été en parfaite communion d'esprit avec Towser. Fowler demeurait silencieux. Il sentait un dégoût monter en lui à l'idée de reprendre sa forme humaine, de retrouver toutes les limitations inhérentes à l'esprit et au corps humain. « Je viendrai bien avec toi, » lui dit Towser, « mais je ne pourrai pas le supporter. Je mourrai peut-être, même avant d'être revenu. J'étais presque au bout de mon rouleau, tu te souviens? J'étais vieux et plein de puces. Mes dents n'étaient plus que de vieux chicots, et j'avais l'appareil digestif complètement délabré. Quand j'étais jeune, je chassais les lapins, mais vers la fin, c'était plutôt les lapins qui me chassaient. « Reste ici, » dit Fowler. « Je reviendrai. Si je peux leur faire comprendre, pensa-t-il. Si seulement je réussis, si je peux leur expliquer. » Il souleva sa tête massive et contempla les contreforts des collines qui se dressaient en pics montagneux voilés dans la brume rose et pourpre. Un éclair zébra le ciel, illuminant les nuages et la brume. Il s'en alla d'un pas lent, à contre-cœur. La brise lui apporta une bouffée de parfum, et son corps l'absorba avidement. Et pourtant, ce n'était pas à proprement parler une odeur, mais il ne trouvait pas de mots plus exacts pour définir sa sensation. Dans les années à venir, la race humaine mettrait au point un nouveau vocabulaire. Comment, se demanda-t-il, pouvait-on décrire cette brume qui flottait sur la planète et ces odeurs qui étaient un délice sans mélange? Il y avait des choses qu'il pourrait leur faire comprendre. Il le savait, qu'on n'avait jamais besoin de manger, qu'on ne dormait jamais, que c'en était fini de toutes ces névroses dont l'homme souffrait. Tout cela, il le comprendrait parce que c'étaient des choses qu'on pouvait exprimer en termes simples, en termes de langage courant. Mais comment faire pour tant d'autres phénomènes dont la description exigeait un nouveau vocabulaire, pour des émotions que l'homme n'avait jamais éprouvées, des possibilités auxquelles l'homme n'avait jamais songé? Comment expliquer cette clarté d'esprit, cette faculté d'utiliser son cerveau à plein rendement, et tout ce qu'on savait, et qu'on pouvait faire d'instinct, et que l'homme serait toujours incapable de faire, parce qu'il lui manquait l'essence nécessaire? « Je le mettrai par écrit, » se dit-il. « Je prendrai mon temps, et je l'écrirai. » Mais il se rendit compte que le mot « écrit » était un piètre instrument. Le hublot d'observation d'un téléviseur émergea d'un flanc lisse de la coupole, et il s'en approcha. La brume se condensait à la surface du hublot en petits ruisseaux, et il se pencha pour regarder à l'intérieur. Il ne voyait rien, bien sûr, mais les hommes dans la coupole le verraient, les hommes qui veillaient sans cesse, scrutant inlassablement le monde brutal de Jupiter, les tempêtes rugissantes, les pluies d'ammoniac, les nuages de méthane toxique, car c'était là ce que les hommes voyaient sur Jupiter. Il leva une patte antérieure et inscrivit quelque chose sur la buée du hublot, en formant ses caractères à l'envers. Il fallait bien qu'il sache qui il était, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Il fallait qu'il sache de quelles coordonnées se servir, sinon il pourrait lui rendre un corps qui ne serait pas le sien, se tromper de matrice, et le faire devenir quelqu'un d'autre, le jeune Allen peut-être, ou Smith, ou Pelletier, et ce pourrait être une erreur fatale. L'ammoniac tombant en pluie effaça son inscription. Il recommença. Il comprendrait le nom. Il saurait qu'un des hommes qu'on avait converti en dromeur était revenu faire son rapport. Il se laissa retomber sur le sol et regarda la porte étanche du convertisseur. Celle-ci s'ouvrit lentement vers l'extérieur. « Au revoir, Towser, » dit doucement Fowler. Un cri d'alarme retentit dans son cerveau. « Il n'est pas trop tard. Tu n'es pas encore entré. Tu peux encore changer ta vie. Tu peux encore t'enfuir. » Il s'avança résolument. Il sentit sous ses pattes le métal des parois. Il sentit que la porte se refermait derrière lui. Il eut une dernière pensée pour Towser, et puis il n'eut plus que le noir. La chambre de conversion était juste en haut de la rampe, et il poursuivit son chemin.
Un homme et un chien étaient partis, pensa-t-il. Et maintenant, l'homme revenait seul. La conférence de presse s'était bien passée. Les nouvelles qui avaient été données étaient, dans l'ensemble, satisfaisantes. Oui, avait expliqué Tyler Webster au journaliste. Les incidents qui avaient éclaté sur Vénus avaient été réglés. Il avait suffi d'une conférence réunissant les parties en présence. Les expériences biologiques menées dans les laboratoires du froid sur Pluton progressaient de façon satisfaisante. L'expédition de la constellation du Centaure partirait comme prévu, malgré les racontards pessimistes. La commission des échanges allait prochainement publier de nouveaux cours des différents produits du système solaire, mettant ainsi un terme à certaines iniquités. Rien de sensationnel, rien dont on puisse faire une manchette, rien qui puisse orienter les bulletins d'information. « Et John Culver me dit de vous rappeler, » déclara Webster, « que c'est aujourd'hui le 125e anniversaire du dernier meurtre commis dans le système solaire. 125 ans, sans une seule mort violente par préméditation. » Il se renversa dans son fauteuil en souriant au journaliste, essayant de masquer sa crainte de voir poser la question qu'il redoutait d'entendre. Mais il n'était pas encore prêt à la poser. Il restait encore une coutume à observer, une forte plaisante coutume. Burley Stephen Andrews, chef des informations à l'Interplanetary News, s'éclaircit la gorge comme s'il allait faire une importante déclaration et demanda avec une gravité feinte « Et comment va Webster Junior ?» Un sourire éclaira le visage de Webster. « Je vais passer le week-end chez moi, dit-il. J'ai acheté un jouet à mon fils. » Il brandit un petit tube. « Un jouet d'autrefois, garantie d'époque. Une compagnie vient d'en commencer la fabrication. Vous le placez devant votre œil et en le faisant tourner, vous voyez de jolis dessins, formés par l'assemblage de morceaux de verre colorés. Cela a un nom. »« Un kaléidoscope, » dit vivement un des journalistes. « J'en ai entendu parler. J'ai lu un jour un vieux bouquin d'histoire sur les mœurs et coutumes du XXe siècle, où il en était question. »« Vous l'avez essayé, monsieur le président ?» demanda Andrews. « Non, » dit Webster. « Ma foi, non. Je l'ai acheté cet après-midi et j'ai été trop occupé jusqu'à maintenant. »« Où l'avez-vous trouvé, monsieur le président ?» demanda quelqu'un. « Il faut que j'en achète un pour mon fils. »« Au magasin du coin. Le magasin de jouets, vous savez, ils viennent de les recevoir. » Maintenant, se dit Webster, ils allaient partir. Encore quelques instants d'agréable badinage, et ils s'en iraient. Mais il ne faisait pas mine de bouger. Et il savait qu'il n'en ferait rien. Et il entendit un frémissement parcourir l'assemblée des journalistes, vite couvert par un bruit de papier froissé. Et Stephen Andrews posa la question que Webster redoutait. Un instant, Webster fut heureux que ce fût Andrews qui la posa. Andrews s'était toujours montré aimable, et Interplanetary News était un journal qui donnait des informations objectives et non pas truffées d'allusions perfides comme certains autres. « Monsieur le Président, » dit Andrews, « nous avons cru comprendre qu'un homme qui avait passé par le convertisseur de Jupiter venait de rentrer sur la Terre. Nous aimerions vous demander si cette rumeur est fondée. »« C'est exact, » dit Webster, simplement. Ils attendirent. Et Webster attendit, immobile dans son fauteuil. « Avez-vous des commentaires à faire ?» finit par demander Andrews. « Non, » dit Webster. Son regard parcourut la salle, s'arrêtant sur chaque visage. Il vit que tous devinaient une partie de la vérité que dissimulait son plat refus de discuter plus avant ce sujet. Derrière leurs visages amusés, leur cerveau se demandait comment ils allaient pouvoir déformer les quelques paroles qu'il avait prononcées. Certains, aussi, allaient écrire des articles fulminants où ils invoqueraient le droit de chacun à être informé. « Je regrette, messieurs, » dit Webster. Andrews se leva pesamment. « Je vous remercie, monsieur le président, » dit-il. Webster, assis dans son fauteuil, les regarda s'en aller et la salle lui parut soudain froide et vide. « Ils vont me crucifier, » se dit-il. « Ils vont me clouer au pilori et je n'ai rien à répliquer. Rien. » Il se leva, traversa la salle et regarda par la fenêtre le jardin baigné par le soleil de l'après-midi. On ne pouvait tout de même pas leur dire. Le paradis, une vie paradisiaque à portée de la main, et la fin de l'humanité par la même occasion, la fin de tous les idéaux, de tous les rêves de l'humanité.
la fin de la race elle-même. La lumière verte clignota sur son bureau, et il revint rapidement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Le petit écran s'alluma et un visage s'y dessina. « Monsieur, les chiens viennent de signaler que Joe, le mutant, s'est rendu à votre domicile et que Jenkins l'a laissé entrer. »« Joe, vous êtes sûr ?» ?»« C'est ce que les chiens ont dit, et ils ne se trompent jamais. »« Non, » dit lentement Webster. « Non, ils ne se trompent jamais. » Le visage s'effaça de l'écran et Webster se laissa tomber dans un fauteuil. D'une main tremblante, il tourna quelques boutons sans même regarder. La maison apparut sur l'écran, la maison d'Amérique du Nord perchée sur sa colline éventée. Cela faisait près de 1000 ans qu'on l'avait construite. Une longue lignée de Webster avait vécu là, rêvé aussi, et ils y étaient morts. Très haut dans le ciel bleu au-dessus de la maison, un corbeau volait, et Webster entendit ou crut entendre le croassement de l'oiseau. Tout était normal, ou du moins en avait l'apparence. La maison sommeillait à la lumière du matin, et la statue se dressait toujours sur la pelouse, souvenir du lointain ancêtre qui s'était perdu sur le chemin des étoiles. Allen Webster, le premier homme à quitter le système solaire à destination du Centaure, alors qu'une nouvelle expédition faisait sur Mars ses derniers préparatifs. Rien ne bougeait dans la maison. D'un geste, Webster abaissa une clé. L'écran redevint blanc. « Jenkins peut s'en occuper, » se dit-il. « Probablement mieux qu'un homme. Après tout, il a près de 1000 ans d'expérience dans sa carcasse métallique. Il ne va pas tarder à m'appeler pour me prévenir. » Il forma sur les cadrans une nouvelle combinaison. Il attendit de longues secondes avant qu'un visage apparût sur l'écran. « Qu'y a-t-il, Tyler ?» demanda le visage. « On vient de me signaler que Joe... »« On me l'a dit aussi, » acquiesça John Culver. « Je vérifie. » « Qu'en pensez-vous » Le visage du chef de la sécurité mondiale se fit perplexe. « Peut-être est-ce l'indice d'un fléchissement. Nous ne leur faisons pas la vie très drôle à Joe et aux autres mutants. Les chiens ont fait du bon travail. » « Mais rien dans les rapports ne le laisse entendre, » protesta Webster. « Écoutez, » dit Culver. « Depuis plus de 100 ans, ils n'ont pas poussé un soupir dont nous n'ayons eu connaissance. Tout ce qu'ils ont fait, nous l'avons enregistré et classé dans nos archives. Nous les avons bloqués dans tous leurs mouvements. Ils ont d'abord cru qu'ils étaient victimes de la malchance. Mais maintenant, ils savent à quoi s'en tenir. Peut-être qu'ils en ont assez et qu'ils ont décidé qu'ils étaient vaincus. »« Je ne le pense pas, » dit Webster d'un ton grave. « Le jour où ces gaillards s'avoueront vraiment vaincus, mieux vaudra chercher un coin pas trop en vue. »« Bah, ne vous en faites pas, » dit Culver. « Je vous tiendrai au courant. » L'image s'effaça et l'écran ne fut plus qu'un carré de verre que Webster fixait d'un regard morose. Non, les mutants n'étaient pas vaincus, sûrement pas. Il le savait bien, et Culver aussi. Et pourtant... Pourquoi Joe était-il allé trouver Jenkins? Pourquoi n'avait-il pas pris contact avec le gouvernement à Genève? Peut-être l'histoire de sauver la face en traitant avec un robot? Après tout, Joe connaissait Jenkins depuis très très longtemps. Webster éprouva soudain un orgueil assez peu justifié. Il était fier que Joe eût choisi d'aller trouver Jenkins, car Jenkins, malgré son enveloppe métallique, était un Webster aussi. Il y a de quoi être fier de la famille, songea Webster. Les réussites alternent avec les erreurs, une longue succession. Jérôme perd pour le monde la philosophie de Joe Wayne, puis Thomas lui donne le principe de l'astronef qu'on vient maintenant de mettre tout à fait au point. Allen, le fils de Thomas, aspire à atteindre les étoiles, mais il échoue. Mais Bruce, après lui, est le premier à concevoir la civilisation jumelée, homme et chien. Et moi, enfin, Tyler Webster, président du Comité mondial. Assis à son bureau, il croisa les mains devant lui et contempla la lumière du soir qui entrait par la fenêtre. Il attendait, il devait bien se l'avouer. Il attendait le crépitement de l'appareil qui lui annoncerait que Jenkins l'appelait. Si seulement on pouvait parvenir à une entente. Si seulement les mutants et les hommes pouvaient travailler de concert. S'ils pouvaient oublier cette guerre sournoise et sans vainqueur, ils pourraient aller loin tous les trois, l'homme, le chien et le mutant. Webster secoua la tête. C'était trop demandé. La différence était trop considérable, le fossé trop large. Les hommes, d'une part, se montraient méfiants, les mutants, de leur côté, manifestaient un amusement indulgent. Car les mutants étaient une race à part,
des rejetons qui étaient d'un coup allés trop loin, des hommes qui étaient devenus de véritables individus n'ayant besoin ni de l'appui d'une société, ni de l'approbation d'autrui, totalement dépourvus de l'instinct grégaire qui maintenait la cohésion de l'espèce, des êtres sur lesquels les pressions sociales demeuraient sans effet. Et, à cause des mutants, le petit groupe des chiens qui avaient fait l'objet de mutations n'avait pas encore été d'une grande utilité à leur frère aîné, l'homme, car depuis plus de 100 ans, les chiens montaient la garde. Ils constituaient la police qui maintenait les mutants en observation. Webster repoussa son fauteuil, ouvrit un tiroir et y prit une liasse de papier. Un œil fixé sur l'écran du téléviseur, il pressa le bouton qui appelait sa secrétaire. « Oui, Mr. Webster ?»« Je vais aller voir Mr. Fowler, » dit Webster. « Si on me demande. »« Si on vous demande, je vous appellerai aussitôt, monsieur, » fit la secrétaire d'une voix légèrement tremblante. « Merci, » dit Webster. Il raccrocha. « Ils en ont déjà entendu parler, » se dit-il. « Tout le monde ici attend avec impatience des nouvelles. » Allongé dans un fauteuil de jardin devant sa chambre, Ken Fowler regardait le petit terrier noir creuser frénétiquement le sol, à la poursuite d'un lapin imaginaire. « Tu sais, Médor, » dit Fowler, « je ne suis pas dupe. » Le chien s'arrêta de creuser, regarda par-dessus son épaule et sourit de toutes ses dents. Il lança quelques aboiements, puis se remit à creuser. « Un de ces jours, tu vas te couper, » lui dit Fowler, « et dire un mot ou deux, et tu auras l'air fin. » Le chien continua à creuser. « Rusé petit gaillard, » se dit Fowler. « Malin comme un singe. Webster l'a attaché à ma personne et il joue son rôle à merveille. Il a fait mine de poursuivre des lapins, il a déshonoré les buissons, il s'est gratté consciencieusement, bref, il a été le chien parfait. Mais je vois clair en lui. Je vois clair en eux tous. » Un pas s'approcha et Fowler leva les yeux. « Bonsoir, » dit Tyler Webster. « Ah, je me demandais quand vous viendriez, » dit Fowler sèchement. « Asseyez-vous et parlons sans embâge. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ?» Webster se carra confortablement dans l'autre fauteuil, posant sur ses genoux la liasse de papier qu'il tenait à la main. « Je comprends ce que vous éprouvez, » dit-il. « Cela m'étonnerait, » répliqua Fowler. « Je suis venu apporter des nouvelles que je croyais importantes. Un rapport qui m'a coûté plus que vous ne pouvez imaginer. » Il se pencha en avant. « Je me demande si vous vous rendez compte que chaque heure que j'ai passée sous la forme humaine a été pour moi une véritable torture mentale. »« Je suis désolé, » dit Webster. « Mais il nous fallait être sûr. Il nous fallait vérifier votre rapport et procéder à certaines expériences. » Webster acquiesça. « Médor, par exemple ?»« Il ne s'appelle pas Médor, » fit doucement Webster. « Si vous l'avez appelé ainsi, vous avez dû le vexer. Tous les chiens ont des noms de personnes. Celui-ci s'appelle Elmer. » Elmer s'était arrêté de creuser et arrivait vers eux. Il s'assit auprès du fauteuil de Webster et frotta de sa patte droite ses moustaches souillées de terre. « À ton avis, Elmer ?» demanda Webster. « Il est humain, pas d'erreur, » dit le chien. « Mais il n'est pas tout à fait humain quand même. Pas un mutant, non, mais quelque chose d'autre, quelque chose que je ne connais pas. » Ah, « C'est assez naturel, » dit Fowler. « J'ai été drummer pendant 5 ans. » « Vous avez conservé une partie de votre personnalité de cette époque, » acquiesça Webster. « C'est compréhensible. » Et le chien l'a flairé. Ils sont très sensibles à ce genre de choses. Ils ont un don presque psychique. C'est pourquoi nous les employons pour détecter les mutants. Ils sont capables de les dépister quel que soit l'endroit où ils se cachent. « Vous voulez dire que vous me croyez ?» Webster feuilleta les papiers posés sur ses genoux, puis les lissa soigneusement. « J'en ai peur, oui. »« Pourquoi peur ?»« Parce que, lui dit Webster, vous êtes la plus terrible menace que l'humanité ait jamais connue. »« Une menace ? Mais enfin, vous ne comprenez donc pas ? Je vous offre... »« Oui, je sais, dit Webster, vous m'offrez le paradis. »« Et c'est cela qui vous fait peur ?»« Une peur terrible, dit Webster. Essayez donc de vous représenter ce qui se passerait si nous racontions cela aux gens et s'ils nous croyaient tous. Tout le monde voudrait s'en aller sur Jupiter et devenir un drummer. Le seul fait que les drummers semblent avoir une vie moyenne de plusieurs milliers d'années suffirait à attirer les humains, même s'il n'y avait que cela. Nous serions assiégés de demandes de gens qui voudraient partir pour Jupiter. Personne ne voudrait rester humain.
Il finirait par ne plus y avoir d'humains. Tous les humains seraient des dromers. Aviez-vous pensé à cela? Fowler se passa nerveusement la langue sur les lèvres. Certainement. C'était ce à quoi je m'attendais. La race humaine disparaîtrait, dit Webster d'un ton calme. Elle serait anéantie d'un coup. Tout le progrès réalisé au cours des millénaires serait détruit. Et cela juste au moment où les hommes sont sur le point d'aller plus loin qu'ils ne sont jamais allés. Mais vous ne savez pas, dit Fowler. Vous ne pouvez pas savoir. Vous n'avez jamais été drummer. Moi, si. Il se frappa la poitrine. Je sais ce que c'est. Webster secoua la tête. Je ne discute pas sur ce point. Je vous accorde bien volontiers que mieux vaut sans doute être un drummer qu'un humain. Mais ce que je ne peux admettre, c'est que nous ayons le droit d'anéantir la race humaine, que nous échangions ce que la race humaine a fait et fera contre ce que les drummers pourraient faire. La race humaine est en train de prendre son essor. Peut-être pas aussi agréablement ni aussi brillamment que vos drummers, mais j'ai l'impression qu'à la longue, elle ira beaucoup plus loin. Nous avons un patrimoine racial et une destinée raciale que nous ne pouvons rejeter d'un instant à l'autre. Écoutez, dit Fowler, j'ai joué franc jeu avec vous. Je me suis adressé directement à vous et au comité mondial. J'aurais pu alerter la presse et la radio et vous forcer la main, mais je ne l'ai pas fait. Ce que vous voulez dire, fit Webster, c'est que le comité mondial n'a pas le droit de prendre une telle décision tout seul. Vous estimez que les gens ont leur mot à dire. Fowler hocha la tête sans desserrer les dents. Franchement, dit Webster, je n'ai pas confiance dans les gens. Vous n'auriez que des réactions de masse, une réponse égoïste. Personne ne penserait à la race, chacun ne songerait qu'à soi. Autrement dit, déclara Fowler, j'ai raison, mais vous n'y pouvez rien. Pas exactement, il faut mettre au point un compromis. Peut-être pourrait-on faire de Jupiter une sorte de maison de retraite. Tous ceux qui auraient mené une vie utile. Fowler eut un ricanement de dédain. C'est cela, fit-il. Une récompense. On mettrait les vieux chevaux au vert, au paradis pour permission spéciale. Par ce moyen, fit remarquer Webster, nous sauverions la race humaine, et nous profiterions quand même des avantages de Jupiter. Fowler se leva d'un bond. J'en ai assez, cria-t-il. Je vous ai apporté les renseignements que vous vouliez avoir. Vous avez dépensé des milliards de dollars pour les obtenir, et aussi, croyez-vous, des centaines de vies humaines. Vous avez installé des postes de convertissement sur toute la surface de Jupiter, et vous avez envoyé des hommes par douzaines. Comme ils ne revenaient pas, vous les croyez morts, et vous continuez à en envoyer d'autres. Mais si aucun d'eux ne revenait, c'était parce qu'ils ne voulaient pas revenir, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'avaient pas le courage d'être à nouveau des hommes. Et maintenant, moi, je suis revenu, et à quoi cela a-t-il servi ? J'ai entendu de beaux discours, on m'a cuisiné, interrogé, on s'est méfié de moi. Et pour finir, on me dit que j'ai raison, mais que j'ai fait une erreur en revenant. Il laissa retomber ses bras. Je suis libre, je suppose, dit-il. Je n'ai pas besoin de rester ici. Webster hocha lentement la tête. Certainement, vous êtes libre. Vous avez toujours été libre. Je vous avais simplement demandé de bien vouloir rester en attendant que j'aie fait procéder aux vérifications. Je peux retourner sur Jupiter ? Étant donné la situation, dit Webster, ce serait sans doute une excellente idée. Je suis surpris que vous ne me l'ayez pas conseillé plus tôt, dit Fowler amèrement. Ça aurait été la solution rêvée pour vous. Vous classiez mon rapport et n'y pensiez plus et continuiez à gouverner le système solaire comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant. Votre famille a laissé de siècle en siècle la marque de ses gaffes et les gens en redemandent. Un de vos ancêtres a fait perdre au monde la philosophie de Joe Wayne, un autre a coupé court aux efforts de coopération avec les mutants. Je vous prie de me laisser, ainsi que ma famille, en dehors de cette affaire, fit Webster sèchement. Il s'agit de quelque chose qui dépasse. Mais Fowler criait maintenant. Et je ne vais pas vous laisser tout gâcher cette fois-ci. Le monde a assez pâti par la faute des Webster. Maintenant, le monde va avoir sa chance. Je vais révéler aux gens la vérité sur Jupiter. Je vais prévenir la presse, la radio. Je vais le crier sur les toits. Je vais... Sa voix se brisa et ses épaules se voûtèrent. Webster parla d'une voix où vibrait une rage froide. Je lutterai contre vous, Fowler, par tous les moyens. Je ne peux pas vous laisser faire une chose pareille. Fowler avait tourné les talons et se dirigeait à grands pas vers la grille du jardin. Webster, figé dans son fauteuil, sentit une patte lui gratter la jambe. « J'y vais, patron ?» demanda Elmer. « J'y vais et je le ramène ?» Webster secoua la tête. « Laisse-le, dit-il. Il a autant que moi le droit de faire ce qu'il lui plaît.
Une brise un peu fraîche traversa le jardin, soulevant les pans de la cape de Webster. Des mots retentissaient dans son cerveau, des mots qu'on venait de prononcer ici, dans ce jardin, voilà quelques secondes, mais qui venaient du fond des siècles. « Un de vos ancêtres a fait perdre au monde la philosophie de Joanne. Un de vos ancêtres !» Webster serra les poings à s'en faire rentrer les ongles dans les paumes. « Un porte-malheur, » songea Webster. « Voilà ce que nous sommes. Nous portons malheur à l'humanité. La philosophie de Joanne et les mutants. Mais les mutants ont la philosophie de Joanne depuis des siècles et ils ne s'en sont jamais servis. Joe l'avait volée à Grant et Grant a passé sa vie à essayer de la récupérer, mais il n'y a jamais réussi. Peut-être, se dit Webster pour essayer de se consoler, cette philosophie ne rimait-elle pas à grand-chose, sinon les mutants l'auraient utilisée. Ou bien, peut-être, oui, peut-être que les mutants nous ont bluffés et qu'ils n'en savent pas plus long que nous là-dessus. Il entendit une légère toux métallique et leva les yeux. Un petit robot gris se tenait sur le seuil. « Voici l'appel que vous attendiez, monsieur, » dit le robot. Le visage de Jenkins apparut sur l'écran. Un vieux visage, laid et démodé. Rien de comparable au visage lisse et parfaitement réussi des robots dernier modèle. « Que monsieur m'excuse de le déranger, » dit Jenkins. « Mais il s'agit d'une affaire fort extraordinaire. Joe est venu me demander à utiliser notre téléviseur pour rappeler monsieur. Il refuse de me dire ce qu'il veut, monsieur. Il prétend qu'il désire seulement dire bonjour à monsieur, en vieux voisin. »« Donnez-lui la communication, » dit Webster. « Je dois dire à monsieur qu'il s'est conduit de façon très étrange, » insista Jenkins. « Il est arrivé et il a tourné autour du pot pendant plus d'1 heure avant de me dire ce qu'il amenait. Que monsieur me permette de lui dire que je trouve cela des plus bizarres. »« Je sais, » dit Webster. « Joe est bizarre à bien des égards. » Le visage de Jenkins disparut de l'écran et fut remplacé par celui de Joe, le mutant. Il avait une figure énergique avec une peau tannée, un peu ridée, des yeux gris-bleu pétillants et des cheveux qui tournaient au poivre et sel sur les tempes. « Jenkins n'a pas confiance en moi, Tyler, » dit Joe. Webster sentit la colère le gagner en face de ce rire qui rôdait derrière les mots. « Moi non plus, vous savez, » dit-il froidement. Joe fit claquer sa langue. « Voyons, Tyler, nous ne vous avons jamais donné le moindre ennui. Aucun de nous. Vous nous avez surveillés et vous vous êtes rongé d'inquiétude, mais jamais nous ne vous avons causé aucun tort. Vous avez tellement de vos chiens à nous espionner que nous ne pouvons pas faire un pas sans tomber sur l'un d'eux, et vous avez réuni une documentation sur notre compte. Vous nous avez étudiés et vous avez discuté notre cas au point que vous devez en avoir par-dessus la tête. » « Nous vous connaissons, » dit Webster d'un ton sombre. « Nous en savons plus long sur vous que vous n'en savez vous-même. Nous savons combien vous êtes et nous connaissons chacun de vous personnellement. Demandez donc ce que n'importe lequel de vous a fait à tel moment dans les 100 dernières années. Nous pouvons vous le dire. » « Quand je pense, » fit Joe d'un ton glacial, « que pendant tout ce temps nous étions pleins de bonnes intentions à votre égard, que nous nous demandions comment nous pourrions vous aider. » « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» répliqua Webster. « Nous avons toujours été disposés à travailler avec vous, même après que vous avez volé les principes de Joanne à Grant. »« Voler ?» fit Joe. « Vous devez faire erreur, Tyler. Nous ne les avons pris que pour pouvoir les mettre au point. Ça ne tenait pas de vous, vous savez. » « Vous avez dû les mettre au point le jour même où les éléments vous en sont tombés entre les mains, » lui dit Webster sèchement. « Qu'est-ce que vous attendiez ? Si vous nous aviez offert cela, nous aurions su que vous étiez avec nous et nous aurions collaboré de bon cœur. Nous aurions arrêté l'expérience des chiens et nous vous aurions accepté. »« C'est drôle, » dit Joe. « Je crois que nous ne nous sommes jamais occupés de savoir si on nous accepterait ou pas. » Et Webster retrouvait ce rire d'un homme qui se suffisait à lui-même, à qui l'effort commun de l'humanité apparaissait comme une vaste plaisanterie. Un homme qui marchait solitaire et s'en trouvait bien, qui considérait la race humaine comme quelque chose d'amusant et peut-être d'un peu dangereux, mais d'autant plus drôle que c'était dangereux. Un homme qui n'éprouvait pas le besoin de la fraternité humaine, qui rejetait même ce sentiment comme un accessoire aussi ridicule et démodé que les clubs du XXe siècle. « Très bien, »
fit Webster. Si c'est ainsi que vous l'entendez, j'espérais que vous auriez une offre, que vous apporteriez une chance de réconciliation. La situation actuelle ne nous plaît guère. Nous préférerions la voir changer. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Voyons, Tyler, Protesta Joe. ce n'est pas la peine de nous emballer comme ça. J'ai pensé qu'il serait peut-être bon que vous preniez connaissance de la philosophie de Joe Wayne. C'est quelque chose d'un peu oublié maintenant, mais il y a eu une époque où on ne parlait que de ça dans tout le système solaire. Eh bien, dit Webster. Allez, je vous écoute. Mais le ton de sa voix indiquait clairement qu'il était bien sûr que Joe ne lui dirait rien. Au fond, Commença Joe. vous êtes des gens très seuls, vous autres humains. Vous n'avez jamais connu votre semblable. Vous ne pouvez pas le connaître parce qu'il vous manque le terrain d'entente commun qui vous permettrait de le comprendre. Vous avez des amis, bien sûr, mais vos amitiés se fondent seulement sur des émotions, jamais sur une compréhension véritable. Vous vous entendez les uns avec les autres, évidemment, mais par tolérance plutôt que par sympathie réelle. Vous arrivez à régler vos problèmes, mais des solutions que vous y apportez, il ressort que toujours les plus forts ont raison de l'opposition des plus faibles. Quel rapport cela a-t-il avec ce dont vous voulez me parler? Mais c'est le fond même du problème. Dit Joe. Avec la philosophie de Joe Wayne, vous comprendriez vraiment? Par télépathie? Demanda Webster. Pas exactement. Dit Joe. Nous, les mutants, nous sommes télépathes. Mais c'est autre chose. La philosophie de Joe Wayne fournit la possibilité de comprendre le point de vue d'autrui. Elle ne vous fera pas nécessairement admettre ce point de vue, mais vous en reconnaîtrez l'existence. Et non seulement vous saurez ce que votre interlocuteur cherche à vous dire, mais aussi ce qu'est le fond de sa pensée sur tel ou tel point. Avec la philosophie de Joe Wayne, vous serez obligé d'accepter la justesse des idées d'autrui, pas seulement des mots qu'il prononce, mais de la pensée qui est derrière ces mots. C'est de la sémantique, dit Webster. Si vous tenez à ce terme, Dit Joe. en fait, cela veut dire que vous ne comprenez pas seulement la signification intrinsèque, mais aussi la signification impliquée de ce que dit votre interlocuteur. C'est presque de la télépathie, mais pas tout à fait. À certains égards, c'est beaucoup mieux. Mais Joe, comment y parvient-on? Comment? Le rire exaspérant retentit de nouveau. Pensez-y un peu, Tyler. Voyez si ce que j'ai à vous offrir vous intéresse vraiment. Et puis nous pourrons peut-être parler. Ah, c'est du maquignonnage, dit Webster. Joe acquiesça. Et encore, il doit y avoir des pièges, je suppose, dit Webster. Un ou deux, Dit Joe. trouvez-les, et nous en parlerons aussi. Qu'allez-vous me demander? Pas mal de choses, Dit Joe. mais ça en vaudra sans doute la peine. L'écran redevint blanc, mais Webster continua à le fixer d'un regard vide. Des pièges? Il y en avait sûrement. Webster ferma les yeux. Il sentait le sang battre dans son cerveau. Qu'avait-on donc prétendu à propos de la philosophie de Joe Wayne au temps lointain où on l'avait perdue? Qu'elle aurait fait avancer l'humanité de 100 000 ans en l'espace de 2 générations, quelque chose comme ça. Peut-être était-ce un peu exagéré, mais pas tellement. Les hommes se comprendraient les uns les autres, accepteraient les idées d'autrui, chacun verrait derrière les mots ce que son interlocuteur y mettait et accepterait toute conception comme si elle était sienne. Il n'y aurait plus de malentendus, plus de préjugés, d'idées préconçues, plus qu'une vue claire et totale de tous les angles de tous les problèmes, et cela s'appliquerait à tous les domaines de l'effort humain, à la sociologie, à la psychologie, à la mécanique, à toutes les facettes d'une civilisation complexe à l'extrême. Fini les querelles, les disputes, qui seraient remplacées par l'estimation honnête et sincère des faits et des idées. Progresser de 100 000 ans en 2 générations? Peut-être n'était-on pas si loin du compte. Mais y avait-il ou non un piège? Les mutants entendaient-ils vraiment révéler les principes de la philosophie de Joe Wayne? Et à quel prix? C'était peut-être une nouvelle carotte qu'on agitait sous le nez de l'humanité, pendant que les mutants se tordaient de rire. Les mutants ne s'étaient pas servis de la philosophie, mais eux n'en avaient pas vraiment besoin. Ils avaient déjà la télépathie, et pour eux c'était suffisant. Des individualistes n'avaient nul besoin d'un procédé qui leur permît de se comprendre les uns les autres, car peu leur importait de s'ignorer. Les mutants se supportaient, semblait-il, les uns les autres,
dans la mesure où ils ne pouvaient éviter certains contacts indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts. Mais c'était tout. Ils collaboraient pour sauver leur peau, mais ils ne trouvaient là aucun plaisir. S'agissait-il d'une proposition honnête, d'un appât destiné à retenir l'attention de l'homme fixé sur un point pendant qu'on préparait un mauvais coup ailleurs, d'une simple plaisanterie, ou d'une offre qui dissimulait un aiguillon empoisonné? Webster soupira. Comment savoir? Il était impossible de percer à jour les mobiles des mutants. Une lumière douce et diffuse baignait les murs et le plafond depuis la fin du jour. L'éclairage automatique augmentait d'intensité avec la venue de la nuit. Webster jeta un coup d'œil par la fenêtre et ne vit qu'un ovale noir où brillaient çà et là les panneaux publicitaires lumineux de la ville. Il pressa un bouton et dit à sa secrétaire « Je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps, j'avais oublié l'heure. »« Je vous en prie, monsieur, » dit la secrétaire. « Il y a un visiteur pour vous, Mr. Fowler. »« Fowler ?»« Oui, le monsieur qui revient de Jupiter. »« Je sais, » dit Webster d'un ton las. « Faites-le entrer. » Il avait presque oublié Fowler et ses menaces. Son regard se posa machinalement sur sa table et il aperçut le kaléidoscope. « Drôle de jouet, » se dit-il. « Drôle d'idée. Un objet simple pour les esprits simples d'autrefois. Mais le gosse va bien s'amuser avec ça. » Il prit le jouet et le porta à ses yeux. La lumière dessinait à l'intérieur un étrange réseau de couleurs, une sorte de cauchemar géométrique. Il fit légèrement tourner le tube et le dessin changea. Et encore. Une brusque nausée le prit et les couleurs allumèrent dans sa tête une flamme torturante. Il lâcha le tube qui tomba dans un cliquetis de verre. Des deux mains, Webster se cramponna au rebord du bureau et une horrible pensée lui vint à l'esprit. Quel jeu pour un gosse! La nausée disparut et il reprit dans son fauteuil une position normale. Sa pensée était à nouveau claire, son souffle régulier. « C'est curieux, » se dit-il. « C'est curieux que cela me fasse cet effet-là. Ou bien cela n'a-t-il aucun rapport avec le kaléidoscope? C'est peut-être une sorte d'attaque, une défaillance cardiaque. Je suis quand même encore un peu jeune et j'ai passé une visite médicale tout récemment. » La porte s'ouvrit et Webster leva les yeux. Fowler s'avança lentement d'un pas mesuré jusque dans le bureau. « Eh bien, Fowler, je suis parti sur un coup de tête, » dit Fowler, « et je ne veux pas que nous restions sur cette brouille. Vous avez peut-être compris, mais je n'en suis pas sûr. J'étais hors de moi, vous savez. Je suis arrivé de Jupiter avec le sentiment que je n'avais pas passé pour rien toutes ces années dans les coupoles, que tous les tourments que j'avais connus en voyant partir les autres n'avaient pas été vains. J'apportais une nouvelle, vous comprenez? Une nouvelle que le monde attendait. Pour moi, c'était ce qui pouvait arriver de plus merveilleux, et je pensais que vous seriez de mon avis, vous et le monde entier. Il me semblait que je venais leur annoncer que le paradis est juste au coin de la rue. Car c'est ça, Webster. C'est exactement ça. » Il posa ses mains à plat sur le bureau et se pencha vers Webster. « Vous comprenez, n'est-ce pas, Webster? Vous comprenez ?» Webster sentit que ses mains tremblaient et il les posa sur ses genoux en les crispant jusqu'à s'en faire mal aux doigts. « Oui, » murmura-t-il, « oui, je crois que je comprends. » Car il comprenait. Il comprenait plus que ce que disaient les mots. Il comprenait l'angoisse, la supplication, l'amère déception qui se trouvait derrière les mots. Il les comprenait comme s'il avait prononcé les mots lui-même, presque comme s'il était lui-même Fowler. « Qu'est-ce qu'il y a, Webster ?» dit celui-ci inquiet. « Qu'est-ce que vous avez ?» Webster essaya de parler, mais les mots s'effritaient comme de la poussière avant qu'il les eût prononcés. Sa gorge se serra jusqu'à ce qu'il sentit comme un nœud douloureux au-dessus de sa pomme d'Adam. Il fit une nouvelle tentative, mais ce qu'il dit n'était pas ce qu'il aurait voulu dire. « Voyons, Fowler, vous avez appris un tas de choses là-bas, des choses que les hommes connaissent mal, ou pas du tout, comme une forme très développée de télépathie peut-être, ou bien... » « Oui, » dit Fowler, « j'ai appris beaucoup de choses, mais je n'ai rien rapporté avec moi. Quand je suis redevenu un homme, je n'ai rien été de plus. Il ne me reste que des souvenirs confus et une sorte de nostalgie, si vous voulez. » Vous voulez dire que vous n'avez plus aucune des facultés que vous aviez quand vous étiez drummer? Plus une seule. Vous ne pourriez pas par hasard me faire comprendre quelque chose que vous voudriez que je sache? Me faire éprouver exactement ce que vous éprouvez? Absolument pas.
dit Fowler. Webster tendit la main et repoussa doucement du doigt le kaléidoscope qui se mit à rouler, puis s'arrêta. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Webster. « Pour régler nos comptes, » dit Fowler. « Pour vous dire que je ne vous en voulais pas au fond. Pour essayer de vous faire comprendre que ma position était défendable aussi. C'est une question de différence d'opinion, voilà tout. Je pensais que nous pourrions nous quitter bons amis quand même. » Je vois. Et vous êtes toujours décidé à aller crier votre histoire sur les toits ? Fowler acquiesça. Il le faut, Webster. Vous devez bien vous en rendre compte. Enfin, je trouve que c'est presque une religion. J'y crois. Il faut que je dise aux autres qu'il existe un monde meilleur, une vie meilleure. Il faut que je les y conduise. Un messie, dit Webster. Voilà ce que je craignais, dit Fowler. Les railleries, non. Je ne raillais pas, dit Webster, avec presque de la douceur. Il prit le kaléidoscope, tourna le tube entre ses mains d'un air méditatif. Pas encore, se dit-il. Pas encore. Il faut que j'y réfléchisse. Est-ce que je tiens à ce qu'ils me comprennent comme je le comprends ? Écoutez, Fowler, dit-il. Attendez un jour ou deux, et puis nous en reparlerons. J'ai déjà attendu assez longtemps. Mais je voudrais que vous pensiez à ceci. Voilà 1 million d'années, l'homme est venu à la vie et ce n'était qu'un animal. Depuis lors, il a grimpé peu à peu les degrés de la civilisation. Péniblement, il a mis au point un mode de vie, une philosophie, une façon d'agir. Sa progression a été géométrique. Il fait aujourd'hui plus qu'il ne faisait hier. Demain, il fera plus qu'il ne fait aujourd'hui. Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'homme est vraiment prêt à décrocher la timbale. Il a pris un bon départ, et il ira loin en mettant beaucoup moins de temps qu'il ne lui en a fallu pour parvenir où il est maintenant. Ce n'est peut-être pas aussi agréable que sur Jupiter, ce n'est peut-être pas du tout la même chose. L'humanité est peut-être quelque chose de sordide à côté des formes que la vie prend sur Jupiter. Mais c'est la vie de l'homme. C'est pour cela qu'il s'est battu. C'est la vie qu'il s'est faite lui-même. C'est une destinée qu'il a façonnée. Je ne peux pas me faire à l'idée que juste au moment où nous commençons à nous en tirer, nous allons échanger notre destinée contre une autre dont nous ne savons rien, dont on ne peut rien connaître avec certitude. « Je veux bien attendre un jour ou deux, » dit Fowler, « mais je vous avertis, vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis. »« Je ne vous en demande pas plus, » dit Webster. Il se leva et lui tendit la main. « Bons amis ?» demanda-t-il. Mais au moment même où il serrait la main de Fowler, Webster savait que tout cela finirait mal. Avec ou sans la philosophie de Joe Wayne, l'espèce humaine allait au désastre. Et ce désastre, la révélation de la philosophie de Joe Wayne, le rendrait peut-être encore plus total, car les mutants joueraient à coup sûr. Si c'était cela leur plaisanterie, si c'était cela leur façon de se débarrasser de la race humaine, ils ne laisseraient rien au hasard. D'ici demain matin, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants du monde auraient réussi à regarder dans un kaléidoscope, ou autre chose. Dieu sait que les méthodes ne manquaient pas. Il attendit que Fowler eût refermé la porte derrière lui, puis s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Dans le ciel de la cité brillait un nouveau panneau lumineux qu'il n'avait jamais vu. Un drôle de panneau formé d'étranges dessins qui se découpaient sur la nuit. Une sorte de kaléidoscope en mouvement. Webster le fixa, les lèvres serrées. Il aurait dû s'y attendre. Il pensa à Joe et une flamme de furie meurtrière jaillit dans sa tête, car cette visite n'avait été qu'une fourberie de plus, qu'un ricanement qui se dissimulait derrière des phrases vides. On avait voulu lui faire savoir qu'il était dans le pétrin, et qu'on le savait, et qu'il ne pouvait rien faire. « Nous aurions dû les tuer tous, » pensa Webster avec une froideur qui le surprit lui-même. « Nous aurions dû les exterminer, comme on détruit des microbes nuisibles. » Mais l'homme avait renoncé à la politique de la violence, sur le plan personnel comme sur le plan général. Depuis 125 ans, aucun groupe ne s'était attaqué à aucun autre. Quand Joe est venu me voir, la philosophie de Joe Wayne était là sur mon bureau. Je n'avais qu'à tendre la main pour la saisir, se dit Webster. Cette pensée le fit tressaillir. Je n'avais qu'à tendre la main pour la toucher. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quelque chose qui était plus que de la télépathie, plus que de l'intuition.
Joe savait qu'il allait prendre le kaléidoscope. Il devait le savoir. C'était de la clairvoyance, la faculté de prévoir l'avenir immédiat, 1 heure ou 2 dans le futur peut-être, mais cela suffisait. Joe, et les autres mutants aussi, bien sûr, connaissaient l'histoire Fowler. Leurs esprits furteurs, télépathiques, leur avaient déjà dit tout ce qu'ils voulaient savoir. Mais c'était autre chose. Il regarda le panonceau lumineux par la fenêtre. Des milliers de gens, il le savait, le voyaient en ce moment. Et aussitôt qu'ils l'avaient vu, ils sentaient en eux ce terrible choc qui heurtait leur esprit. Webster fronça les sourcils, se demandant quel était le sens de ces jeux de lumière changeants. Ils produisaient sans doute un choc sur quelque centre du cerveau humain, sur une portion du cerveau qui n'avait jamais encore été utilisée et dont la fonction se serait sans doute développée suivant le cours normal du progrès humain. Mais voilà qu'on forçait cette fonction à se révéler d'un seul coup, avant terme. La philosophie de Joe Wayne, enfin! Cette philosophie que les hommes cherchaient depuis des siècles à retrouver était aujourd'hui à portée de leurs mains. On la leur donnait à une époque où mieux aurait valu qu'ils ne la connussent pas. Fowler avait mis dans son rapport « Je ne peux pas décrire les phénomènes dont j'ai été le témoin parce qu'il n'existe pas de mots pour le faire. » Ces mots, il ne les avait toujours pas, bien sûr, mais ils avaient maintenant autre chose qui était encore mieux. Il avait un public capable de percevoir la sincérité et la grandeur qu'il y avait derrière les mots dont il disposait. Un auditoire doté d'un sens nouveau qui lui permettrait de comprendre l'immense portée du message de Fowler. C'était bien ce qu'avait prévu Joe. Il avait attendu cet instant. Il s'était servi de la philosophie de Joe Wayne comme d'une arme contre la race humaine. Car, grâce à la philosophie de Joe Wayne, l'homme irait sur Jupiter. Rien ne pourrait le retenir. Il irait sur Jupiter pour le meilleur et pour le pire. La seule chance qu'il y avait jamais eu de triompher de Fowler, c'était l'incapacité où se trouvait celui-ci de décrire ce qu'il avait vu, de dire ce qu'il éprouvait, d'exprimer aux gens sous une forme claire le message dont il était porteur. Avec le seul secours des mots humains, ce message aurait été vague et confus, et même si les gens l'avaient cru tout d'abord, leur croyance n'aurait pas été difficile à ébranler, et ils auraient été accessibles à d'autres arguments. Mais maintenant, cette chance avait disparu, car les mots avaient perdu de leur caractère vague et confus. Fowler n'aurait guère de mal à faire comprendre à tous ce qu'était Jupiter. Les gens s'en iraient sur Jupiter, abandonnant sans regret leur vie humaine. Et dans le système solaire, tout le système solaire à l'exception de Jupiter, le champ resterait libre pour la race des mutants. Ils pourraient y instaurer un mode de vie de leur choix, qui n'aurait plus guère de rapport avec la civilisation de la race dont ils étaient issus. Webster referma la fenêtre et revint à son bureau. Il se pencha, ouvrit un tiroir, plongea la main dedans. Sa main ressortit serrant un instrument dont il n'avait jamais pensé se servir, une relique, une pièce de musée qu'il avait jetée là voilà des années. Avec son mouchoir, il fit briller l'acier du revolver, en essaya le mécanisme d'une main tremblante. Fowler était la clé de tout. Une fois Fowler mort et les postes sur Jupiter démantelés et abandonnés, les mutants seraient fichus. L'homme se servirait de la philosophie de Joe Wayne et suivrait son destin. L'expédition du Centaure s'en irait vers les étoiles. Les expériences biologiques se poursuivraient sur Pluton. L'homme suivrait la voie qu'il s'était lui-même ouverte, plus vite que jamais, plus vite qu'on n'avait jamais rêvé. 2 grands pas en avant, la renonciation à la violence et la véritable compréhension que donnait la philosophie de Joe Wayne. 2 grandes réalisations qui hâtaient la marche de l'homme vers le but qui l'attendait au terme de sa route. La renonciation à la violence et la... Webster regarda le revolver qu'il tenait à la main et entendit le mugissement de la tempête qui se levait dans son cerveau. 2 grandes réalisations, et il allait anéantir la première. Depuis 125 ans, pas un homme n'avait tué son semblable. Depuis plus de 1000 ans, le recours au meurtre était considéré comme désuet et dépassé. 1000 ans de paix qu'une seule mort pourrait faire cesser. Un coup de feu dans la nuit pourrait faire crouler tout l'édifice, faire retomber l'homme dans ses vieilles pensées bestiales. Si Webster a tué, pourquoi pas moi?
Après tout, il y a des hommes qui ne méritent pas de vivre. Webster a bien fait, mais il n'aurait pas dû s'en tenir là. Je ne vois pas pourquoi on le pend. On devrait le décorer. Il faudrait commencer par les mutants. Sans eux... Voilà ce que diraient les gens. C'est cela la tempête qui rugit dans mon crâne, pensa Webster. L'étrange panneau lumineux allumait sur les murs des reflets fantomatiques. Fowler voit cela, se dit Webster. Il le regarde. Et de toute façon, j'ai le kaléidoscope. Il va venir ici, et alors, nous nous assiérons et nous discuterons. Nous discuterons. Il lança le revolver dans le tiroir et se dirigea vers la porte. C'était Le Paradis, 5e conte de Demain les chiens de Clifford D. Simak. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.